Bonsoir à toutes et à tous. Alors, Bonsoir. nous sommes pour l'instant 69. Alors, on va peut-être attendre quelques petites secondes, mais ensuite nous allons démarrer pour ne pas prendre trop de retard. Ça monte gentiment, gentiment. 71. Allez, je vous propose peut-être que l'on démarre pour ne pas prendre trop de retard. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup pour votre présence. Alors, je suis ravie de vous accueillir ce soir. Nous sommes ensemble pour une conférence sur le thème des perturbateurs endocriniens, donc conférence qui est organisée par la Mutualité française Bourgogne-Franche-Comté, avec le soutien de l'Agence régionale de santé, puisque cette webconférence s'inscrit dans le cadre du plan régional santé-environnement 3. Alors, cette conférence va durer environ 1 heure. Nous verrons s'il y a plus de questions. Ça peut durer un peu plus longtemps, c'est l'avantage. Tout d'abord, est-ce que tout le monde m'entend ? N'hésitez pas à spécifier dans le chat, me préciser si le son arrive bien jusqu'à vous. Dites-moi si tout est OK. Oui, merci beaucoup pour vos réponses. Fantastique, impeccable, je lis bien impeccable, le son est parfait, c'est parfait. Je vais demander également à notre intervenant, Philippe Perrin, d'ouvrir son micro et nous spécifier également. Est-ce que Philippe, oui, tu nous entends bien ? Tout à fait, j'entends très bien et j'espère que tout le monde m'entend. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bon, ça a l'air de marcher aussi. Oui, ça fonctionne, parfait. Alors, donc, je vais commencer par me présenter. Donc, moi, je suis Martine Beauchaton. Je suis responsable d'activité en prévention, promotion santé à la Mutualité française Bourgogne-Franche-Comté. Et je serai donc votre animatrice pour cette webconférence. Alors, juste pour démarrer, un petit mot sur la mutualité. En tant que mouvement social, la Mutualité française Bourgogne-Franche-Comté contribue au maintien d'une protection sociale solidaire et d'un accès aux soins et à la santé pour tous. Nous représentons 135 mutuelles qui protègent un peu plus de la moitié de la population et nous avons donc en Bourgogne-Franche-Comté plus de 245 services de soins et d'accompagnement mutualistes. Alors, nous sommes ce soir sur la plateforme Livestorm. Je vais prendre juste quelques petites secondes pour vous donner quelques éléments d'organisation, de fonctionnement de plateforme. Alors, en haut à droite, vous voyez, vous avez un premier onglet chat, donc ça fonctionne très bien. Nous avons plein de bonsoirs, donc voilà, n'hésitez pas à utiliser le chat pour mettre toutes vos réactions et tous vos commentaires. Et puis, vous avez juste à côté un petit onglet questions pour interpeller l'intervenant à tout moment, si vous le souhaitez, il n'y a pas de souci, soit au fur et à mesure de l'intervention, ou soit nous prendrons de toute façon un temps à l'issue de l'intervention pour répondre à toutes vos questions. Que vous spécifiez que la Mutualité française Bourgogne-Franche-Comté travaille depuis de nombreuses années sur le thème de la santé environnementale et que cette webconférence s'inscrit, je dirais, dans un parcours, dans un programme beaucoup plus global qui comprend 3 temps. Donc, le premier ce soir, cette webconférence sur le thème des perturbateurs endocriniens, webconférence destinée notamment aux professionnels des structures petite enfance. Et puis, à l'issue de ce premier temps, l'idée est de mettre en place des formations pour aller plus loin sur le sujet, toujours à destination des professionnels des structures petite enfance. Et dans un troisième temps, à l'issue de ces formations, nous organiserons des temps d'accompagnement sur site pour, je dirais, faire la chasse aux perturbateurs endocriniens et réfléchir ensemble à comment agir de façon pratico-pratique dans les structures petite enfance, dans les structures d'accueil. Voilà. Donc, les perturbateurs endocriniens, c'est un vrai sujet. Vous le savez, ils sont omniprésents aujourd'hui dans notre quotidien. Et pour preuve, depuis 2014, la France s'en est emparée puisque la France s'est dotée d'une stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens
avec un objectif de sensibilisation, d'information de l'ensemble de la population. Donc, nous allons aussi, nous, au niveau de la Mutualité française Bourgogne-Franche-Comté, dans ce sens, et c'est ce qui nous a amené à organiser cette webconférence ce soir. Voilà, j'ai le plaisir d'accueillir Philippe Perrin, qui est éco-infirmier et directeur de l'IFSEN, l'Institut de formation en santé environnementale. Je vais le laisser se présenter plus en détail. Donc, je vous propose un temps de webconférence d'environ 45-50 minutes. Alors, avec des questions, hein, si vous le souhaitez, encore une fois, au cours du débat. Et puis, eh bien, nous prendrons le temps à l'issue de cette intervention pour répondre à toutes vos questions que vous pouvez donc poser dans l'onglet questions. Philippe, je te laisse la parole et je vous retrouve juste après. Merci beaucoup, merci. Bien, très heureux d'être parmi vous ce soir, même si c'est un peu virtuel comme toujours, mais voilà. Merci aussi de la confiance que me témoigne à la fois l'ARS Bourgogne-Franche-Comté, mais aussi la Mutualité française de cette même région, pour cette intervention. Je pense que vous avez mon diaporama en grand écran, c'est bon, je pense. Oui, c'est parfait. Oui, parfait, très bien. Voilà, merci. Alors, bon, pour me présenter en 2 mots, oui, je suis éco-infirmier, un infirmier spécialisé sur ces thématiques de santé environnementale. Depuis une trentaine d'années, je fais de la formation, de la sensibilisation sur ces thématiques de santé environnementale sur un plan assez global. Et je suis depuis maintenant une dizaine d'années directeur d'un institut de formation en santé environnementale qui dispense une grosse formation de 190 heures pour des professionnels de la petite enfance notamment, mais aussi pour des personnes des mutualités, et aussi surtout pour des professionnels de santé, pour les former à ces thématiques de santé environnementale qui sont des thématiques extrêmement vastes. Alors, juste pour préciser, parce que certains vont peut-être se demander ce que c'est qu'un éco-infirmier et une éco-infirmière, c'est pas un concept qui existe aujourd'hui, hein, qui n'est pas reconnu en tout cas. C'est un concept qui me paraît important de développer en regard du fait que de plus en plus de personnes se posent des questions sur l'ensemble des contaminants qui nous environnent, qu'ils soient dans l'eau, dans l'air, dans les contaminants alimentaires, dans les cosmétiques, les champs électromagnétiques, etc. Et quand vous avez des questions de ce genre et que vous êtes jeune parent, que vous êtes professionnel de la petite enfance, que vous êtes une femme enceinte par exemple, vous cherchez à vous affranchir de ces contaminations autant que possible, donc vous pouvez vous précipiter chez un professionnel de santé. Malheureusement, ces professionnels de santé ne sont pas formés à ces thématiques, malheureusement, à moins qu'ils aient un intérêt particulier à ce sujet, et, sauf quelques exceptions. La plupart des professionnels de santé sont en fait, je suis un peu méchant en disant ça, mais des professionnels de maladie. Tout notre système de santé est orienté à faire du traitement de pathologies. Et les personnes dans ce secteur qui s'orientent en direction de la prévention, de la promotion de la santé, sont même souvent déconsidérées par leurs propres collègues, c'est assez terrible. Donc, il y a un vrai souci de redorer un petit peu l'image de la prévention, de la promotion de la santé, ne serait-ce qu'auprès des professionnels de santé eux-mêmes. Mais quand vous avez des questions sur ces sujets, où sont les perturbateurs endocriniens, par exemple, dont on va parler ce soir, quand vous avez beaucoup d'angoisse sur le sujet, votre médecin traitant pourrait peut-être vous prescrire des anxiolytiques plutôt que de trouver des réponses à vos questions. Parce que, encore une fois, la plupart du temps, ils ne sont malheureusement, sauf exception, pas formés à ces sujets-là. Fort heureusement, il vous reste Internet, et vous allez vous précipiter sur Internet pour avoir réponse à vos questions, et je vous souhaite bien du plaisir. Entre les sites les plus rassurants et les sites les plus affolants, eh bien, il est important de trouver des réponses scientifiques, de trouver des éléments de réponse scientifique d'une part, mais aussi de trouver des solutions concrètes pour réduire les expositions à l'ensemble de ces contaminants. Et c'est là où un éco-infirmier, une éco-sage-femme, une éco-puère, un éco-médecin, par exemple, pourrait tout à fait jouer ce rôle. Voilà, ça c'était pour présenter cette activité d'éco-infirmier. Alors, on va parler des perturbateurs endocriniens et on commence toujours par une petite histoire. L'histoire des perturbateurs endocriniens est intéressante parce que c'est un concept en fait assez récent. L'histoire commence en 1987, quand une chercheuse qui travaille sur le cancer du sein observe quelque chose d'anormal dans son laboratoire. Des cellules cancéreuses du sein, mises en culture, se mettent à proliférer de façon inexpliquée.
une contamination possible des milieux de culture, enfin tout est recherché, la filtration du laboratoire est regardée de très très près, en fait tout est repris et on observe néanmoins toujours cette prolifération inexpliquée des cellules cancéreuses. Et il va falloir des mois pour trouver le coupable, qui va finir par être retrouvé en fait dans un des plastiques qui sert en fait de contenant au milieu de culture dans lesquels ces cellules cancéreuses sont mises en culture. Pardon. C'est-à-dire que ce sont des composés contenus dans le plastique qui contient ces milieux de culture qui vont libérer des substances, la paranonylphénol, qui va stimuler le développement de ces cellules cancéreuses. Et la découverte de cette substance plastique n'a pas été simple, encore une fois. Il a créé chez Anna Soto et son équipe une très grande inquiétude parce que très rapidement, comprenant que ce composé chimique introduit dans les plastiques était susceptible de favoriser donc le développement de ces cellules cancéreuses, elle s'est posé la question de savoir s'il y en avait aussi dans les plastiques du quotidien, et elle a découvert qu'il y en avait effectivement dans les plastiques du quotidien. Donc, quelque chose de très angoissant naissait à cette époque d'une contamination par les plastiques, notamment alimentaires. À la même époque, Theo Colborn réunissait une scientifique américaine, réunissait toute une série de scientifiques de différents horizons scientifiques. C'est une démarche très intéressante, une pluridisciplinarité indispensable pour mettre en évidence que ce qui était observé dans les populations humaines, autant que dans les populations animales, par exemple, correspondait à quelque chose de commun. Et c'est là où le concept, effectivement, de ces agents chimiques susceptibles de perturber nos hormones, est né. On a parlé d'endocrine disruptors, les perturbateurs endocriniens sont en fait un concept qui a une trentaine d'années. Et puis, quelques années plus tard, c'était la déclaration de Wingspread qui précisait que les hommes sont exposés à des produits chimiques qui ont altéré de manière significative le développement embryonnaire chez la faune et chez l'animal de laboratoire. Chez l'homme, le développement de l'embryon ainsi que le développement intellectuel et les défenses immunitaires sont mis en péril par ces produits issus de la synthèse chimique et introduits dans l'environnement du fait des activités humaines. Voilà, alors on est bien après, plus de 25 ans après cette déclaration, néanmoins beaucoup d'éléments semblent encore manquer aujourd'hui. Alors, une définition tout d'abord des perturbateurs endocriniens de l'OMS. L'OMS a défini les perturbateurs endocriniens en 2002 comme étant des substances chimiques d'origine naturelle ou artificielle, étrangères à l'organisme, qui peuvent interférer avec le fonctionnement du système endocrinien et induire ainsi des effets délétères sur celui-ci ou sur ses descendants. On va voir qu'il y a des effets qui peuvent se manifester sur plusieurs générations, effectivement. Alors, quand on parle de perturbateurs endocriniens, on parle de système déjà endocrinien, on parle aussi de système hormonal, hein, c'est la même chose. Je ne rentre pas dans le détail. On sait qu'on a toute une série de tissus, de glandes dans l'organisme. Alors, on connaît les quelques-unes des principales. Le pancréas, par exemple, la thyroïde, qui sécrète des hormones. Et ces substances, ces hormones, sont des véritables messagers chimiques qui vont être déversés par la glande endocrine, par le tissu endocrinien dans le sang. Et cette substance va aller à distance agir sur des tissus cibles. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que les dosages hormonaux dans le sang, le dosage de ces hormones, de ces messagers dans le sang, sont extraordinairement faibles. C'est l'équivalent de quelques millilitres dilués dans une piscine olympique. Ça, c'est les concentrations en œstrogène dans le sang d'une femme. C'est vous dire si on est sur des niveaux de concentration extraordinairement faibles, néanmoins extrêmement efficaces, puisque avec ou sans œstrogène, la qualité de vie d'une femme en est profondément modifiée. Donc des substances qui agissent à extrêmement faible dose. Et des substances qui ont des fonctions qui agissent pratiquement de près ou de loin sur tous les organes. Quand on regarde la diversité des hormones et les sites d'action de ces hormones, on comprend très bien que les hormones régissent à peu près tout, de près ou de loin, encore une fois, dans notre organisme. Et ces hormones jouent notamment un rôle extrêmement important dans le développement intra-utérin et dans la toute petite enfance. En période aussi pré-pubertaire, par exemple, ces hormones jouent là aussi un rôle très important. Donc, un équilibre très complexe avec des substances qui agissent à très faible dose. Une chimie et une organisation absolument sidérante de beauté et de complexité, j'allais dire. Vous connaissez peut-être des personnes touchées par des pathologies thyroïdiennes, à qui on a retiré la thyroïde, et qui doivent prendre des médicaments qui vont donc être des hormones thyroïdiennes. Un léger sous-dosage ou surdosage a des conséquences qui sont
très désagréable. On sait aussi qu'on ne se pose pas de questions quand notre pancréas fonctionne en sécrétant de l'insuline. Les personnes touchées par le diabète, qui sont insulinodépendantes, eh bien ce diabète conduit effectivement à devoir surveiller régulièrement cette glycémie. On se rend compte que quand ça fonctionne tout seul, c'est quand même drôlement pratique. Alors, on parle couramment, quand on présente les hormones, de clés et de récepteurs. Les clés, c'est l'hormone. L'hormone est sécrétée par le tissu endocrinien, c'est la clé. Elle vient se fixer sur un récepteur sur les cellules, plutôt sur les membranes nucléaires, sur le noyau de la cellule, peu importe. Et le couple hormone-récepteur, en fait, va conduire à une réponse hormonale, la production d'une protéine. Ça, c'est le mécanisme habituel. Eh bien, les perturbateurs endocriniens, en violet ici, sont des substances qui sont capables de venir se fixer sur ces mêmes récepteurs, de conduire, en fait, à un effet hormonal, alors qu'il n'y a pas eu sécrétion hormonale. Ce sont par exemple des mimétiques hormonaux. Ils vont copier les hormones. Ils peuvent copier notamment les hormones œstrogéniques, les hormones sexuelles féminines. Et c'est pour ça qu'on les implique notamment, qu'on les soupçonne, qu'on les connaît dans des malformations, dans des cancers du type cancer du sein par exemple notamment. Et puis d'autres perturbateurs endocriniens peuvent venir se fixer sur les récepteurs sans conduire à une réponse hormonale, mais en empêchant cette fois-ci la véritable hormone de venir s'y fixer. Donc un effet anti-hormonal. C'est un point aussi très important parce que bloquer l'action d'une hormone, c'est bloquer aussi toutes les conséquences en cascade que ça peut avoir. On sait très bien dans la vie intra-utérine, par exemple, qu'un petit garçon, dans le ventre de sa mère, doit être imprégné par des hormones sexuelles masculines, par la testostérone. Si ce n'est pas le cas, on a un défaut de masculinisation du petit garçon qui peut se traduire, par exemple, à la naissance par des malformations, ou plus tard, peut-être par des problèmes de capacité reproductive. Donc, on comprend que c'est un équilibre, encore une fois, extrêmement subtil et que ces perturbateurs endocriniens, agissant comme agents mimétiques ou agents neutralisant les hormones, vont avoir des conséquences qui sont potentiellement graves sur un très grand nombre de fonctions, on va le voir. Ces perturbateurs endocriniens peuvent agir aussi à différents niveaux sur le transport des hormones, par exemple leur diffusion, leur élimination. Alors, les perturbateurs endocriniens, c'est une grande famille. Je vous présente ici toute une série de perturbateurs endocriniens qui sont pour certains connus, documentés, et d'autres soupçonnés. Alors, je ne vais pas les détailler tout de suite, je vais vous prendre la plupart de ces composés dont on va reparler ensuite dans l'intervention. Alors, ces perturbateurs endocriniens ont tendance à agir dans des modèles un peu particuliers. Classiquement, en toxicologie, quand on regarde la dose d'un toxique et les effets négatifs qu'il produit sur la santé, soit on a des polluants qui agissent dès les plus faibles doses, c'est le cas par exemple, on le sait, sur la consommation de tabac, on le sait sur la pollution de l'air en règle générale, on le sait aujourd'hui, on le présume fortement, enfin on le sait quasiment sur la radioactivité par exemple. D'autres types de polluants peuvent nécessiter d'atteindre un certain seuil pour commencer à comporter des effets toxiques sur l'individu. Et puis, chez les perturbateurs endocriniens, ce ne sont plus des droites, ce sont des courbes avec des formes assez déconcertantes pour tout dire. C'est-à-dire que là, vous voyez par exemple que pour des doses très faibles dans l'organisme, les effets peuvent être très élevés. On a, pour les perturbateurs endocriniens, toute une série justement de courbes dites dose-effet, dose-réponse, qui donnent des résultats qui sont assez déconcertants, qui sont très, très loin des modèles qu'on connaissait autrefois en toxicologie. Les effets ne sont plus proportionnels à la dose, c'est des relations qui sont assez complexes, qu'on n'explique d'ailleurs pas forcément. On parle d'ailleurs d'un changement de paradigme. On dit classiquement aujourd'hui ce n'est plus la dose qui fait le poison, c'est plutôt la période à laquelle on est exposé qui va faire ce poison. Alors, on parle, je disais, du bisphénol A, mais on parle aussi des PCB, des dioxines, toute une série de composés sont aujourd'hui assez bien documentés sur leurs propriétés de perturbateurs endocriniens. Mais ceux qu'on connaît ne sont probablement que la partie visible d'un iceberg. Il y a de très nombreux composés perturbateurs endocriniens qui sont soupçonnés. Et quand on va parler de perturbateurs endocriniens, sont-ils connus ou soupçonnés? Eh bien, il faudrait faire ces nuances et malheureusement, les experts ne sont pas d'accord et on comprend bien sûr que ça peut créer des différences de perception importantes sur un plan notamment économique. Selon l'OMS, en 2013, 800 substances seraient des perturbateurs endocriniens. Et puis, on a une base américaine, la TEDx, qui liste les produits chimiques dont au moins une étude démontrait une activité de perturbateur endocrinien.
ils sont à 1440 composés listés. Donc, forcément, ça fait de sacrées différences, bien sûr. Et puis, quand on regarde ceux qui sont documentés aujourd'hui, on est à quelques dizaines, tout au plus, de composés perturbateurs endocriniens qui sont documentés. Donc, entre ceux qu'on soupçonne et ceux qu'on sait perturbateurs endocriniens, il y a une sacrée différence. Il y a une sacrée différence en termes de quantité, bien sûr, et au nom au moins du principe de précaution, il serait souhaitable d'évincer de notre quotidien les substances qui sont soupçonnées d'effets perturbateurs endocriniens dès lors que ça est possible, bien évidemment. Alors, les effets des perturbateurs endocriniens ont d'abord été documentés sur l'appareil génital. Des baisses de fertilité, des malformations, des cancers du testicule, de la prostate, du sein, des cancers dits hormonodépendants, justement, dépendants notamment des concentrations hormonales. Et puis, progressivement, on se rend compte que toute une grande quantité de pathologies serait de près ou de loin associée, là aussi, aux perturbateurs endocriniens. Et avec le temps, on se rend compte aujourd'hui que c'est plus que l'appareil génital, les capacités reproductives, les malformations qui sont impactées suite aux perturbateurs endocriniens, c'est en fait l'ensemble de l'organisme qui peut être plus ou moins perturbé, voire gravement, par ces perturbateurs endocriniens. Et plus les connaissances, j'allais dire, s'accumulent, plus l'inquiétude apparaît sur le rôle des perturbateurs endocriniens comme des épidémies comme l'obésité, par exemple, ou celle du diabète. Le diabète serait une maladie qui, en partie, serait liée à l'exposition aux perturbateurs endocriniens à des périodes clés de la vie, on va le voir. Et justement, ces périodes clés de la vie, c'est ce qu'on appelle la fameuse période des 1000 jours. Les 1000 jours, si vous êtes professionnel de la petite enfance, c'est auprès d'enfants qui sont dans leurs 1000 jours que vous travaillez. Parce que les 1000 jours en question, ce sont les 1000 jours qui, on va le dire, constituent la période la plus vulnérable, la plus sensible à l'ensemble des agents auxquels on est exposé. Cette période des 1000 jours, elle commence très tôt, elle commence en fait quand la petite graine de papa rencontre la petite graine de maman, et elle se termine au 2e anniversaire. Toute la vie intra-utérine, les 2 premières années de la vie sont considérées les périodes les plus à risque par rapport à l'exposition à toutes sortes de polluants, et notamment et particulièrement à l'effet des perturbateurs endocriniens. Si vous êtes exposé adulte à des perturbateurs endocriniens et que vous n'êtes pas enceinte, si cette exposition est occasionnelle, les mécanismes de votre corps, les mécanismes hormonaux vont réguler, vous allez pouvoir vous adapter si l'exposition est sur une courte période. Maintenant, dans la vie intra-utérine, il suffira malheureusement d'une exposition juste au mauvais moment, quand se développe tel ou tel type de tissu dans la vie intra-utérine, par exemple, pour que le signal soit perturbé, ne soit pas correctement reçu par les tissus qui devaient le recevoir. Et là, le problème, il est malheureusement irréversible. Donc, on comprend très bien cette importance de la période que j'évoquais tout à l'heure, et on comprend très bien le rôle qui est le vôtre, vous, professionnels de la périnatalité, pour limiter, dès que possible, l'exposition à ces polluants dans l'environnement du très jeune enfant. On pense aujourd'hui donc que cette période des 1000 jours, quand on est exposé à des perturbateurs endocriniens, ça peut créer à la naissance des anomalies génitales, plus tard des pubertés précoces, des troubles du comportement, encore plus tard des baisses de fertilité, puis des cancers, de l'obésité, du diabète, voire des maladies neurodégénératives. Et puis, on parle donc de ce qu'on appelle la DOAD, l'origine développementale de la santé et des maladies. C'est-à-dire qu'on pense aujourd'hui que des maladies qui surviennent à 20 ans, 30, 40, 50 ans, 60 ans, sont des maladies qui peuvent trouver une explication, au moins partielle, pas une cause pour une maladie, mais au moins une explication partielle d'une exposition qui est survenue dans cette période des 1000 jours. Donc tout ne se fait pas en termes de santé ou de maladie pendant ces 1000 jours, mais c'est vrai que des choses très importantes se passent, et donc il faut être très attentif aux expositions à cette période. Et puis, ce qu'on découvre aujourd'hui, c'est qu'on a aussi des effets dits transgénérationnels, des effets qui peuvent se manifester sur la génération suivante, voire les générations suivantes. Ces effets transgénérationnels sont des effets d'ordre épigénétique pour ceux à qui ça parle, c'est-à-dire on ne modifie pas le code génétique de l'individu, ce n'est pas des mutations, mais la lecture de ce code génétique va être perturbé. Ce sont des effets transgénérationnels de type épigénétique qui vont se manifester. Alors sur une, sur deux, voire plusieurs générations, on a des modèles animaux qui donnent des effets de perturbateurs endocriniens sur 3, 4 générations.
Donc on se rend compte que les expositions auxquelles on soumet un individu dans la période des 1000 jours, dans la vie intra-utérine et la petite enfance, peuvent avoir des conséquences non seulement pour sa santé à court, moyen et long terme, mais aussi peut-être sur la santé de ses descendants. Ça nécessite d'être pris en compte. Bien évidemment, on comprend l'importance de la chose. Regardez par exemple ici, le bulletin d'épidémiologie hebdomadaire de Santé publique France en juillet 2018 disait « Les tendances de santé reproductive masculine observées aujourd'hui », on parle de quoi? D'une baisse très sensible de la qualité du sperme humain. On a perdu en gros la moitié de nos spermatozoïdes dans l'espace d'une cinquantaine d'années. On a une baisse très préoccupante de la qualité du sperme. Et on pense ici que les tendances de santé reproductive masculine observées aujourd'hui pourraient ainsi refléter les expositions de générations antérieures, par exemple au DDT, un insecticide interdit dans les années 70, et aux dioxines, des produits issus notamment de la combustion. Donc, vous comprenez qu'il y a des inquiétudes à avoir ici, parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, concrètement, des individus n'arrivent pas à mettre au monde des enfants, n'arrivent pas à se reproduire, parce que peut-être que leurs parents, voire leurs grands-parents, ont été exposés à des agents chimiques. Alors, on ne peut pas revenir sur ce qui a été fait, bien évidemment, mais on peut faire en sorte aujourd'hui d'éviter, encore une fois, d'exposer les plus jeunes à ces contaminants. Bon, alors, je termine aussi sur un autre aspect, on parle beaucoup de la Covid-19, de cette pathologie liée au SRAS-CoV-2. Eh bien, les perturbateurs endocriniens sembleraient jouer un rôle, à en croire ce communiqué de l'INSERM il y a quelques mois. Notre nouvelle étude révèle que l'exposition à des produits chimiques qui dérèglent le système endocrinien, les perturbateurs endocriniens ou PE, pourrait interférer avec les différents signaux biologiques du corps humain, jouant un rôle important dans la sévérité de la Covid-19. Ça veut dire si effectivement, encore une fois, les perturbateurs endocriniens peuvent jouer malheureusement sur une très très large échelle. Alors maintenant que j'ai dressé ce tableau un peu sinistre, j'en conviens, comment est-ce qu'on peut agir? Parce qu'heureusement, il y a plein de solutions. Alors, on va prendre par thématique. Déjà, par exemple, pour les cosmétiques. Dans les cosmétiques, on peut trouver toute une série de composés, là encore, connus ou soupçonnés. Ceux-là sont connus comme étant des perturbateurs endocriniens. Et quand on parle notamment des cosmétiques utilisés chez le très jeune enfant, puisque vous êtes des professionnels de la périnatalité, il faut bien penser que l'exposition des cosmétiques chez l'enfant, c'est une exposition tout à fait particulière. Pardon, tout à fait particulière. D'abord parce que l'enfant a une très grande surface d'échange entre son milieu intérieur, son organisme, et l'extérieur. La surface de peau d'un bébé est 2 à 3 fois supérieure à celle de l'adulte, rapportée bien sûr à son poids. Donc une très grande surface d'échange, et on va tartiner fréquemment les bébés avec toute une série de cosmétiques, notamment au niveau du siège, et les fesses du bébé sont assez conséquentes, hein, une belle surface. Si on avait des fesses en proportion de ce qu'on avait à quelques semaines ou quelques mois, on aurait tous de ces popotins, je ne vous explique pas le travail. On a aussi, au niveau du siège, un milieu qui est sous occlusion pendant la période de l'acquisition de la propreté, donc 2 voire 3 ans pratiquement, caractérisé par la faible épaisseur de l'épiderme des zones génitales, oui, qui sont mis sur proximité, soumis à de fréquentes réapplications jusqu'à environ 6 par jour. Et puis tout ça se fait dans un milieu chaud, humide, ambiance tropicale, grande surface d'échange. Donc il faut faire attention aux produits appliqués sur les fesses des bébés. Alors particulièrement sur les fesses, mais sur son corps dans son ensemble. Et la qualité des cosmétiques utilisés chez le bébé doit être prise en compte au plus tôt. Alors ici, c'est normalement pas utilisé chez les enfants, mais regardez par exemple ici, c'est Greenpeace, l'association de protection de l'environnement international, qui en 2005 faisait, pour alerter l'opinion publique sur la présence de composés chimiques dans des produits de consommation, alertait sur la composition des parfums. Et à l'époque, donc il y a une quinzaine d'années, il faudra avoir des chiffres plus récents, mais malheureusement, je ne peux pas vous en présenter, ils analysaient toute une série de parfums vendus en France et recherchaient dans ces parfums la présence de toute une série de composés de type phtalate. Et on trouvait notamment le redoutable DEHP, le phtalate probablement le plus problématique. Ce sont des effets œstrogénodépendants, notamment œstrogénomimétiques, qui copient notamment les hormones sexuelles féminines. Quelles conséquences? Oui, pardon. Pardon, excuse-moi Philippe. Oui, je t'en prie. Petite question des participantes. Sandrine qui nous demande s'il serait possible d'obtenir la liste de tous ces perturbateurs endocriniens. Est-ce qu'il sera possible qu'on puisse, voilà, par le biais d'un mail, transférer tous ces éléments, ou que tu puisses nous communiquer s'il y a un site référencé où on peut obtenir ce premier point. Oui, merci. Mélanie qui nous demande si une même quantité de perturbateurs endocriniens peut être assimilée de façon plus ou moins importante d'un individu à l'autre.
Sur la deuxième question, est-ce que l'assimilation des perturbateurs endocriniens peut être différente d'une personne à l'autre? Je pense oui, tout dépendra en fait du type d'application, du métabolisme de l'individu, de son âge aussi. Donc il y a des variabilités sans doute individuelles en termes d'intégration de ces composés. Je parlais par exemple du très jeune enfant. Quand on parle des cosmétiques, par exemple, appliquer un cosmétique sur une peau lésée, qu'elle soit, il y a eu un coup de soleil, qu'elle ait été récemment rasée, épilée, s'il y a des boutons, par exemple, pour une peau acnéique, par exemple, tout ça, ça va complètement augmenter en fait la perméabilité de la peau. Donc, en appliquant la même quantité de composés sur la peau, ben, l'absorption va être très différente d'un individu à l'autre en fonction de l'état de sa peau, par exemple. Donc oui, il y a des variations importantes d'un individu à l'autre. Pour ce qui est de la liste des perturbateurs endocriniens, c'est un grand défi d'ailleurs, et je terminerai d'ailleurs mon exposé sur le sujet, donc je me permets de dégoger un petit peu en touche par rapport à cette question, on en reparlera. Ça veut dire par exemple ici, ce que je vous évoquais, c'est que les parfums n'ont pas leur place dans l'environnement d'un très jeune enfant. Vous n'avez en tant que consommateur aucune information concernant la qualité des parfums que vous appliquez sur votre peau. La présence de phtalate n'est jamais mentionnée sur l'étiquette, ni celle non plus de ce qu'on appelle les muscs de synthèse, qui sont d'autres familles, une autre famille de composés qu'on soupçonne fortement pour beaucoup d'entre eux d'être des perturbateurs endocriniens. Donc les parfums n'ont rien à faire dans l'environnement d'un très jeune enfant, d'une fillette prépubère, et même aussi d'ailleurs d'une femme enceinte. Donc on évite les parfums, notamment dans cette période très sensible de la vie. On évite les vernis à ongles aussi. Les vernis à ongles peuvent contenir des perturbateurs endocriniens de type phtalate, et malheureusement, l'ongle n'est pas une protection efficace vis-à-vis de beaucoup de ces composés chimiques qui vont passer efficacement cette barrière, ce qu'on pense être une barrière. Attention aussi aux produits de maquillage pour les enfants, même si les industriels ont fait des progrès en termes de composition, on devrait éviter absolument le maquillage chez les très jeunes enfants. Et puis quand il y a maquillage, quand l'enfant est un peu plus grand, alors à ce moment-là, utilisez ça de façon très occasionnelle, en testant déjà la tolérance cutanée de ce maquillage et en utilisant des maquillages avec des écolabels. Dans les cosmétiques, en règle générale, on peut trouver des labels, alors qu'ils ne sont pas forcément des labels parfaits au sens où il n'y a aucun problème, je veux dire, mais c'est des labels qui vous garantissent déjà un niveau de sécurité bien supérieur à ce qu'on peut trouver dans les cosmétiques classiques. Donc, l'un ou l'autre de ces labels peut être déjà quelque chose, la recherche d'un de ces labels peut être déjà quelque chose d'intéressant au niveau des cosmétiques. Ça, c'était pour les cosmétiques. Alors, pour les produits d'entretien, c'est un petit peu le même combat autour des parfums. Arrêtons les parfums dans les produits d'entretien. On en met trop. C'est des polluants qui vont être surrajoutés au reste. Le moins on met de substances dans un produit d'entretien, comme dans un produit d'ailleurs cosmétique, le mieux ça vaut. On évite aussi les désodorisants qui n'ont pas leur place. Un désodorisant, c'est juste pour dire qu'on n'a pas pu aérer ou ventiler. Donc, il faudrait déjà commencer par correctement aérer ou ventiler. Regardez par exemple sur un produit désodorisant ici, c'est celui qui me passait sous la main par exemple. Vous trouvez la mention « L'abus de solvant peut tuer instantanément ». Sympathique. Si vous pensiez risquer votre vie en utilisant un produit désodorisant, eh bien apparemment l'industriel vous met en garde par rapport à ce risque. C'est quand même assez surprenant. Alors, c'est des produits très irritants, notamment sous forme d'inhalation, sous forme de spray. Il faut y faire très attention, éviter les désodorisants. Privilégier, là encore, des labels. Il y a toute une série de labels, alors plus ou moins exigeants, mais qui permettent de repérer des produits d'entretien qui sont quand même de qualité, souvent bien meilleure. Et puis, on peut revenir aussi à des bons vieux classiques, autant le vinaigre blanc, le bicarbonate de soude, le savon noir. On a toute une série de recettes que vous allez facilement pouvoir trouver aujourd'hui qui vous permettent effectivement de vous affranchir de composés préoccupants qu'on peut trouver dans certains produits ménagers. Je dirais qu'il faudrait une désinfection aussi parce qu'on désinfecte très souvent les milieux où il y a des enfants très jeunes. Une désinfection raisonnée. Pour rappel, il n'y a aucune obligation de désinfecter dans les crèches, dans les établissements qui accueillent des jeunes enfants. Aucune obligation réglementaire. C'est important de le rappeler. Alors, bien sûr, du côté des cuisines, il y a le paquet hygiène, la méthode HACCP, etc. Bon, c'est autre chose. Mais dans les parties communes, il n'y a aucune obligation de désinfecter. Et si on veut absolument désinfecter, on peut repérer là aussi des désinfectants qui sont de type labellisé Écocert, par exemple, ou Nature et Progrès. Il n'y a pas de désinfectant avec l'écolabel européen. On peut repérer, par exemple, des désinfectants avec ce genre de label. Attention, un désinfectant qui n'est pas correctement utilisé n'est pas efficace et peut constituer une source de pollution de l'air supplémentaire.
Et puis n'oubliez pas que désinfecter, ça ne se fait pas qu'avec de la chimie. Ça peut se faire avec la température. On désinfecte avec des produits de l'eau très chaude, par exemple, depuis longtemps. On peut aussi utiliser de la vapeur, par exemple. Et une simple action mécanique avec une microfibre correctement utilisée, une simple action mécanique permet, par un simple mécanisme d'arrachage de ce film bactérien sur la surface, d'abattre très sensiblement la contamination d'une surface. Et le problème des désinfectants trop mal utilisés aujourd'hui, c'est qu'on conduit l'environnement du très jeune enfant à être trop chargé en désinfectants. Or, cette désinfection trop forte de l'environnement de l'enfant serait de nature à favoriser l'apparition des allergies, à perturber le bon développement aussi de son microbiote intestinal. Vous savez, ces microbes qui vivent dans nos intestins, qui jouent un rôle très important, à la fois dans la construction de la réponse immunitaire, donc de la lutte contre les allergies par exemple, mais aussi joue un rôle très important ce microbiote dans le développement cérébral. Donc, une désinfection raisonnée, et si on doit utiliser ces désinfectants, on n'oublie surtout pas d'aérer les locaux, comme lorsqu'on utilise d'ailleurs les produits ménagers, on aère les locaux, aérer c'est ouvrir en grand les fenêtres, où on s'assure aussi que le système de ventilation fonctionne correctement. Et puis, on rince les surfaces sur lesquelles les enfants portent les mains ensuite, quand ils portent les mains à la bouche ensuite, parce qu'ils peuvent avaler des traces de ces contaminants qui sont déposés sur le sol, sur les jouets, par exemple. En tout cas, la plupart du temps, on désinfecte de façon sans doute largement excessive. Et pour parler du SARS-CoV-2, n'oublions pas que ce virus, c'est un virus qui est un virus assez sensible, très sensible même aux détergents, puisqu'un simple nettoyage des mains avec de l'eau et du savon est aussi efficace qu'une solution hydroalcoolique. Et la simple usage aussi de détergents sur des surfaces permet, en tout cas vis-à-vis de ce virus, de l'inactiver aussi. Donc, la désinfection doit être franchement raisonnée, même dans ces périodes de SARS-CoV-2, en étant correctement utilisée et bien réfléchie. Dans les médicaments, on peut trouver aussi, c'est un peu surprenant et paradoxal peut-être, mais on peut trouver dans les médicaments toute une série de perturbateurs endocriniens, soit dans les excipients de ces médicaments. Alors, vous n'êtes pas forcément des prescripteurs, je ne sais pas s'il y a des médecins parmi vous, mais pas forcément des prescripteurs, mais il serait intéressant de repérer certains excipients qui sont nommés sauf les phtalates, mais les autres composés, on peut les trouver dans des médicaments, ce sont des excipients qui sont ceux-là documentés pour leurs propriétés de perturbateurs endocriniens. Et il serait souhaitable de faire attention effectivement à des médicaments, surtout quand ces médicaments sont pris un peu fréquemment ou au long cours, éviter des excipients qui sont des perturbateurs endocriniens. Et puis, certains principes actifs de ces médicaments sont des perturbateurs endocriniens en quelque sorte, bien sûr, la pilule contraceptive. Mais on a aussi, par exemple, là-dedans, le paracétamol. Le paracétamol, qui est très couramment utilisé, est un composé qui est soupçonné aujourd'hui d'être un perturbateur endocrinien. J'en veux pour preuve différentes études qui montrent notamment que 4 études de cohorte, des études épidémiologiques indépendantes, mettent en évidence une association entre antalgique et risque de cryptorchidie. Cryptorchidie, c'est une malformation testiculaire. Et nos travaux chez le rat montrent une baisse de la production de testostérone, encore une féminisation des rats nouveau-nés masculins. C'est ce que je vous évoquais tout à l'heure. Dans la vie intra-utérine, le petit garçon doit être masculinisé par des hormones sexuelles masculines. Or, si sa mère est exposée alors qu'elle est enceinte à des perturbateurs endocriniens de type paracétamol, ça peut entraver un bon développement de l'appareil génital. C'est préoccupant quand on sait qu'effectivement, c'est l'antalgique numéro 1 et c'est le seul antalgique pratiquement auquel une femme enceinte peut avoir recours. Ça ne veut pas dire ne plus utiliser ce composé, ça veut dire simplement que même un médicament qui est vendu sans ordonnance doit être, dès que c'est possible, évité au cours de la grossesse. C'est ce que disent tout simplement les pouvoirs publics, l'Agence nationale de sécurité du médicament, par exemple. Et puis, un petit mot sur les pesticides. L'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, avait publié il y a quelques temps de ça un document faisant état de la présence de pesticides dans 75% des ménages qui avaient été investigués. Et on trouvait des pesticides liés à des parasites, des traitements des parasites, des animaux de compagnie, des insectes volants, rampants, des herbicides. Et sans le savoir, on manipule sans doute des composés qui nous paraissent bénins et qui sont peut-être de cette famille des pesticides. Une de ces familles couramment, alors il y a des familles qui sont couramment utilisées, c'est notamment la famille des pyrétrinoïdes qui sont pour la plupart connus ou soupçonnés être des perturbateurs endocriniens. On trouve des familles aussi de pesticides interdits depuis de nombreuses années, les organochlorés. On parlait tout à l'heure du DDT.
des organophosphorés qui sont pour l'essentiel aujourd'hui interdits aussi. Le malathion qu'on a trouvé encore il y a 5 ou 6 ans dans des shampoings anti-poux, quand même un produit connu pour ses propriétés de perturbateurs endocriniens et de neurotoxicité notamment, et de cancérigènes probables, à en croire l'Organisation mondiale de la santé. Il y a quand même encore un usage un peu raisonné, je trouve, des pesticides dans notre pays. Et un des usages auxquels on ne pense trop peu, en voici un avec un composé qui est connu, le fipronil, qui a été très réglementé dans l'agriculture depuis plusieurs années. C'est un composé qu'on appelle un néonicotinoïde. Vous savez, ces pesticides qui sont susceptibles d'affecter, enfin qui affectent le développement notamment des colonies d'abeilles et qui provoquent l'effondrement, qui participent à l'effondrement des colonies d'abeilles. Le fipronil est un perturbateur endocrinien neurotoxique soupçonné d'effets cancérigènes. Il est présent en quantité assez significative dans une pipette ici, en plus associé à d'autres composés qui sont pour le BHA ici, qu'on trouve aussi éventuellement dans l'alimentation, on en parle juste après d'ailleurs, un perturbateur endocrinien et le BHT, le E321. C'est préoccupant cette composition et ça, sans le savoir, c'est ce qu'on va utiliser pour traiter son animal de compagnie. Attention à bien respecter le mode d'emploi de ces composés, d'éviter absolument de manipuler ça quand on est une femme enceinte, de faire attention à éviter ça aussi quand on est dans l'environnement où il y a un jeune enfant, en privilégiant des produits qui ne contiennent ni le fipronil, ni son petit copain, l'imidaclopride, qui est un autre composé de la famille des néonicotinoïdes d'ailleurs. Il existe des traitements alternatifs en prévention très efficaces pour les chats et pour les chiens qui ne nécessitent pas, qui permettent de se passer de ces molécules. Philippe, oui, dis-moi une question. Qu'en est-il des perturbateurs endocriniens dans les vaccins? Ah, alors là, des perturbateurs endocriniens dans les vaccins. Alors, un des composés qu'on soupçonne dans certaines études d'être un perturbateur endocrinien, ce sont certains types de sels d'aluminium. On peut toujours se poser des questions effectivement sur la composition, sur les adjuvants utilisés dans les vaccins. Le bénéfice-risque est aujourd'hui clairement à la faveur de l'usage des vaccins. Néanmoins, je pense qu'il serait souhaitable qu'effectivement certaines formulations soient repensées pour éviter l'usage de produits qui sont quand même qui questionnent. Voilà. Encore une fois, il ne faut pas pour autant jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais si on voulait que les vaccins soient mieux acceptés par la population, je pense qu'il faudrait aussi faire un travail pour permettre l'amélioration de la formulation pour éviter les polémiques autour d'adjuvants qui sont quand même discutables. On a retiré des adjuvants qui étaient bien plus préoccupants il y a quelques années, encore des composés dérivés du mercure notamment, qui, à moins que je ne le sache pas, sont maintenant totalement retirés des vaccins, ce qui est une bonne chose. Mais il y a encore des composés qu'on peut considérer comme indésirables dans les vaccins, mais toujours à mettre en balance avec, bien sûr, le bénéfice de ces vaccins. Voilà, c'est ce que je pourrais dire de façon simplifiée, parce qu'après, qu'est-ce qu'on peut trouver comme perturbateur endocrinien dans les vaccins? Sinon, je manque d'éléments sur ce sujet. Dans l'alimentation, on peut trouver toute une série de contaminants liés alors aux emballages. Alors, vous reconnaissez peut-être des choses, par exemple, le fameux mélaminé, vous savez, ces assiettes très pratiques en plastique, ce sont des composés qu'on soupçonne fortement être des perturbateurs endocriniens. Les composés de type plastique en contact alimentaire, qui peuvent libérer des composés en très faible quantité qui seront naturels des perturbateurs endocriniens. Les bouilloires en plastique, les brocs en plastique, etc. Tous ces plastiques sont très pratiques, effectivement, parce qu'ils ne cassent pas. Cela dit, le problème, c'est qu'ils sont susceptibles de libérer toute une série de composés dans l'aliment qui est emballé. Et surtout, le risque de migration sera augmenté avec la température, éventuellement la présence d'acidité, la salinité éventuellement du produit. Donc, en règle générale, il faudrait clairement éviter le contact aliment plastique. Ou alors, on peut aussi recourir tout simplement à du verre. Alors ici, c'est sur des emballages, par exemple, des boîtes de conservation en verre, c'est facile à trouver, c'est simplement. Il y a des assiettes aussi en inox, par exemple, des gobelets en inox qui ont intérêt de ne pas casser. Il y a bien sûr la porcelaine, les assiettes en verre, les gobelets en verre aussi. Alors évidemment, ça peut casser plus facilement. On a beaucoup parlé des biberons en plastique. Le bisphénol A est interdit aujourd'hui dans les biberons, c'est un perturbateur endocrinien bien documenté, sans doute un des mieux documentés d'ailleurs. Eh bien, le bisphénol A est interdit, mais pas les autres bisphénols. Or, le bisphénol A a été substitué par d'autres types de bisphénols, dont les propriétés de perturbateurs endocriniens semblent pour certains d'entre eux aussi problématiques, voire même peut-être pires que celles du bisphénol A.
Et pour un biberon, typiquement, je dirais qu'on ne peut pas savoir, nous, consommateurs, quand on achète ce biberon, la composition de ce biberon. Pour moi, le seul biberon qui me paraît sécure, j'allais dire, c'est le biberon en verre. Ou à la rigueur, le biberon en inox. Il existe des biberons en inox aussi, d'ailleurs. Bon, le problème, c'est de voir l'intérieur. Néanmoins, je recommanderais clairement aujourd'hui l'usage des biberons en verre plus qu'en plastique, bien évidemment. Et puis, dans l'alimentation, il y a bien sûr aussi les pesticides. Alors, est-ce que manger bio est meilleur pour la santé? Eh bien, regardez ces études. Alors, il y a plusieurs études qui ont été publiées sur ces thématiques qui sont un peu difficiles à faire parce que est-ce que c'est le fait de manger des produits biologiques qui assure une meilleure santé ou est-ce que c'est le fait que les personnes qui mangent bio ont en règle générale une meilleure hygiène de vie qui favorise une meilleure santé des personnes qui consomment des produits bio? Eh bien, certaines études prennent en compte ce biais épidémiologique, c'est très intéressant, et on observe un risque de malformation assez sensiblement diminué chez le petit garçon à naître, dès lors que sa mère a mangé des produits bio pendant sa grossesse. Une étude de la cohorte Nutrinet, une très grosse étude très solide qui a été faite en France d'ailleurs, c'est assez remarquable cette cohorte Nutrinet, vous en faites peut-être déjà partie d'ailleurs, eh bien on se rend compte que le fait de manger des produits bio diminue assez sensiblement le risque de cancer, de nombreux cancers, notamment de façon tout à fait considérable sur le lymphome, et puis pratiquement d'un tiers sur les cancers du sein après la ménopause. Et même le risque de diabète est diminué, le diabète de type 2 est diminué assez sensiblement chez les personnes consommant des produits bio. Alors, on a du mal à comprendre pourquoi, et pourquoi d'ailleurs je vous présente ça, tout simplement parce qu'il faut faire ce lien avec le fait qu'on estime aujourd'hui que 60% des pesticides retrouvés dans les aliments aujourd'hui, qui font l'objet de contrôles réguliers, sont connus ou soupçonnés être des perturbateurs endocriniens. Donc, évidemment, on est sur des niveaux de contamination très faibles dans nos aliments. Le problème, c'est que ce sont justement à ces niveaux de contamination très faibles que jouent aussi les perturbateurs endocriniens. Donc, clairement, pour une femme enceinte, pour un jeune enfant, la consommation de produits biologiques emballés dans des produits qui ne sont pas en plastique, comme je l'évoquais, c'est quelque chose qu'on devrait vraiment aujourd'hui recommander. On pourrait aussi recommander la consommation de produits bio, notamment parce que les produits biologiques utilisent beaucoup moins d'additifs alimentaires. Beaucoup moins d'additifs alimentaires sont autorisés en bio par rapport aux conventionnels. Or, certains des additifs autorisés en conventionnel, le BHA, j'en parlais tout à l'heure, vous savez, mélangé avec le fipronil dans les pipettes pour animaux, par exemple, et son petit copain, le BHT, qu'on trouve encore beaucoup dans des chewing-gums, par exemple. Eh bien, ces composés sont des perturbateurs endocriniens connus pour le BHA, soupçonnés pour le BHT, par exemple. Alors, heureusement, l'ensemble des additifs alimentaires sont interdits dans les aliments pour enfants de moins de 3 ans. C'est quand même une bonne chose. Et puis, dans les biens de consommation, pour terminer un peu rapidement, on peut trouver aussi des perturbateurs endocriniens dans les textiles. Toute une série de composés peuvent être présents dans les textiles du fait des colorations, du fait des motifs qui sont déposés sur les textiles, par exemple de certains types de traitements qui y sont appliqués. Alors, comment faire pour limiter l'exposition aux perturbateurs endocriniens via les textiles? Privilégier des textiles simples. Le moins il y a de motifs, le moins il y a de coloration, vous savez, le moins il y a d'imprimés, ces espèces de surfaces plastifiées. On est très souvent sur des composés de type phtalate. Laver les textiles avant de les porter la première fois lorsqu'ils sont mis en contact du corps, alors particulièrement bien sûr lorsque c'est un textile qui va être mis en contact avec la peau d'un très jeune enfant. Du coup, les textiles d'occasion trouvent tout leur intérêt, à la fois parce qu'ils sont beaucoup moins chers bien sûr, mais parce qu'ils ont été probablement lavés un grand nombre de fois. Et puis on peut là aussi repérer des labels qui, s'ils n'interdisent pas toutes ces molécules, en tout cas, en réduisent très souvent le nombre, voire la quantité. Donc, on a là encore des labels qui peuvent être repérés, qui permettent de limiter très sensiblement ces expositions dans les textiles. Dans les jouets, on peut trouver toute une série de composés. Alors, les jouets, à la différence des textiles, bénéficient d'une réglementation européenne. On a une directive européenne depuis 2009 qui réglemente la production des jouets, d'où qu'ils soient fabriqués, que ce soit fabriqué en Chine ou en France. À partir du moment où c'est importé sur le marché français, ces jouets ne doivent pas contenir toute une série de composés problématiques. Le problème, c'est que cette loi date de 2009, elle a été faite avant la prise en compte des perturbateurs endocriniens, donc on peut trouver malheureusement encore parfaitement réglementairement des perturbateurs endocriniens dans des jouets. Alors, comment faire pour réduire les expositions? Eh bien, préférer les jouets alors bien sûr, ça dépend de l'âge, mais préférer les jouets en tissu quand c'est possible, et puis bien sûr, laver dès que c'est possible ces jouets, si bien sûr ils sont lavables. On évite les jouets anciens, parce que ces jouets anciens, s'ils datent d'avant 2009, ils sont susceptibles de contenir des composés qui sont eux aussi d'ailleurs des perturbateurs endocriniens, certains types de métaux lourds, comme le cadmium par exemple. Là, c'est une toxicité en plus
chimiques en plus d'être perturbateurs endocriniens, je vais dire. On évite les jouets parfumés. Là encore, on évite le gadget jouet qui est mis à toutes les sauces aujourd'hui, dans les textiles aussi d'ailleurs. Et puis, on privilégie des labels. Alors, il y a un label qui est intéressant à repérer, c'est ce label qui est un label allemand qui garantit la conformité du jouet aux normes européennes. Parce que le problème, vous savez, c'est qu'on a une norme européenne, puisqu'on a une directive de 2009, je vous disais, sur les jouets, et qu'un jouet doit avoir cette estampille CE qui garantit le respect de cette réglementation. Alors, qui la garantit, d'accord, mais il faut qu'il y ait des contrôles. Le problème, c'est qu'on le sait malheureusement, les contrôles sont insuffisants aujourd'hui. Donc, ce n'est pas parce que vous achetez un jouet estampillé CE qui sera moins problématique, mais on peut présumer qu'il le sera moins. Voilà. Et puis, ça veut dire aussi qu'il faut faire attention à bien distinguer un jouet d'un objet de décoration ou d'un objet publicitaire, par exemple. Parce que quand vous achetez des petites voitures, quand vous achetez des petites poupées, quand vous donnez ça dans les mains d'un enfant, attention, ce produit est-il adapté à être mis dans les mains d'un enfant? Si c'est un jouet, alors il a cette estampille CE, ça garantit normalement le respect de cette norme européenne. Encore une fois, elle n'est pas parfaite, mais elle permet au moins de limiter une bonne partie des composés auxquels que le jouet peut contenir. Attention aussi, ce que j'ai vu dans pas mal de crèches, les boîtes à bidules, vous savez, où on met beaucoup d'objets du quotidien, notamment des objets en plastique, des flacons en plastique, que les enfants peuvent ensuite manipuler, porter à la bouche. Ce ne sont pas des plastiques qui sont faits pour être mis à la bouche des enfants. Les produits qui sont censés être portés à la bouche des enfants, ce sont des articles de puériculture qui sont là aussi l'objet d'une réglementation. Donc, ce que l'enfant porte à la bouche doit être un objet qui est dédié à être mis à la bouche chez un enfant. Et puis, voilà, je termine sur la liste des perturbateurs endocriniens, comme la question m'était posée. Eh bien, il y a une stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens. On a été très en avance et puis on s'était un petit peu endormi sur nos lauriers, j'allais dire. Du coup, on a une deuxième stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens qui est arrivée récemment, qui fait partie de ce qu'on appelle le plan national de santé-environnement 4. Et normalement, ce deuxième plan disait que dès 2020, une liste de perturbateurs endocriniens sera publiée et partagée avec nos partenaires européens. La Covid étant passée par là, forcément, on a pris du retard. Alors, on espère ça pour 2021. Et l'ANSES, donc cette Agence nationale de sécurité sanitaire, va créer cette liste, va produire cette liste en présentant des substances selon qu'elles sont avérées, présumées ou suspectées être perturbateurs endocriniens. Donc, la liste des perturbateurs endocriniens, on espère qu'elle va être publiée dans l'année 2021. Sinon, vous pouvez trouver des morceaux de cette liste effectivement sur différents sites. Le problème, c'est que jusqu'où va-t-on aller dans le niveau de certitude ou d'incertitude autour des perturbateurs endocriniens? Si vous allez sur la liste TEDx que je vous présentais, là vous avez 1440 composés. La liste est longue. Si vous prenez ceux qui sont officiellement reconnus, vous avez une liste d'une quinzaine, une vingtaine de composés, c'est beaucoup plus simple. On attend impatiemment cette liste et le développement de cette stratégie en regard des risques que représentent ces perturbateurs endocriniens sur la santé, notamment des populations les plus jeunes. Alors, j'ai peut-être été un petit peu inquiétant par rapport aux personnes qui sont parmi vous des professionnels de la périnatalité, parce que vous allez me dire, mais on a une responsabilité importante dans l'exposition auquel les enfants sont soumis. Oui. Eh bien, ne voyez pas ça comme quelque chose d'inquiétant, voyez ça plutôt comme une chance. Parce que vous avez, quelque part, en vous occupant d'enfants en bas âge, dans cette période des 1000 jours d'extrême vulnérabilité, je dirais que vous avez la chance de pouvoir participer à la réduction des expositions des toxiques chez ces enfants qui conduiront demain ces enfants à être en meilleure santé. Et comme on a des effets même éventuellement transgénérationnels de ces perturbateurs endocriniens, vous prenez non seulement soin de cet enfant dans sa santé aujourd'hui, dans celle de son âge adulte de demain, de ses vieux jours plus tard, et peut-être même de ses descendants. Il n'y a pas beaucoup de professionnels qui peuvent avoir un tel pouvoir, j'allais dire, d'action. Et puis, et je vais terminer là-dessus, n'oubliez pas que vos actions constituent un véritable modèle aussi pour les parents que vous côtoyez. Si vous mettez, et c'est ce que je vous encourage à faire avec ce qui vous est proposé par la mutualité française Bourgogne-Franche-Comté, si vous passez à l'action de réduire ces expositions, communiquer sur le sujet, il y a des tas d'outils qui sont aujourd'hui accessibles pour présenter un petit peu vos actions et pour donner envie aux parents de faire la même chose que vous, de suivre votre action. N'oubliez jamais que les parents sont aussi en recherche souvent d'informations et que vous, professionnels de santé, vous êtes susceptibles de représenter un véritable modèle. Vous êtes des modèles à suivre. Vous connaissez les enfants, vous avez été formés sur ces thématiques.
Donc, vous pouvez jouer ce rôle de modèle. Autant vous dire que vous avez un rôle extrêmement important et qu'on compte sur vous. Un très grand merci pour votre attention et on laisse la place maintenant aux questions. Merci Philippe, merci beaucoup pour cette intervention de grande qualité. En effet, je te rejoins par rapport au dernier point que tu viens d'évoquer. En effet, tous les professionnels de santé présents ce soir ont un rôle clé à jouer. Avec en plus, en effet, si on souhaite s'inscrire dans une démarche beaucoup plus globale, rentrer dans une approche aussi politique pour pouvoir inscrire les élus locaux et les différents politiques dans une approche qui soit beaucoup plus globale dans cette prise en charge, puisque l'ensemble des acteurs sont concernés. Donc, en effet, ça va aussi beaucoup plus loin, mais il est clair que le rôle est clé. Je reviens sur une petite remarque du professeur Skinazi qui nous précise que tous les composés perturbateurs endocriniens que tu as évoqués ce soir se trouvent bien évidemment dans la poussière domestique avec des risques d'ingestion et de contact avec la peau, et donc il est nécessaire d'envisager un nettoyage humide obligatoire pour les éliminer, voilà, pour qu'on puisse éviter toutes ces problématiques et toutes ces pathologies respiratoires. Tout à fait. Oui. Les enfants ingèrent énormément de poussière domestique, effectivement, et je salue à l'occasion le docteur Skinazi, que je ne savais pas présent dans l'assistance. Voilà, qui est là. Un grand spécialiste aussi de la qualité, notamment de l'air et de ces sujets de santé environnementale. Et sa réflexion est très juste. C'est ce que je disais aussi, quand l'enfant marche à quatre pattes, les surfaces qui sont entretenues quand l'enfant marche à quatre pattes doivent être des surfaces qui sont rincées après les produits ménagers, par exemple. Mais un nettoyage humide, comme le précise le docteur Skinazi, est extrêmement efficace, effectivement, pour fixer ces poussières, pour éviter que les enfants y soient exposés. Merci de cette réflexion. Tout à fait. Alors moi, je voulais aller un petit peu plus loin sur une question autour des biberons, et je vois que Laurence l'a posée également. En précisant, alors tu as évoqué l'importance du biberon en verre, tout à fait, là nous sommes tout à fait d'accord avec toi. Pour autant, qu'en est-il des tétines? Comment peut-on se positionner par rapport aux tétines aujourd'hui? Alors là, c'est pareil, c'est assez réglementé parce que c'est des objets qui sont susceptibles, bien sûr, d'être mis à la bouche par les enfants. Donc, on a quand même sur des produits qui sont aujourd'hui assez réglementés. Alors, il y a en gros soit du silicone, soit du latex. Je dois dire que sur le sujet, je n'ai pas d'éléments. Alors, il y a une époque, on parlait des nitrosamines contenues dans les composés contenant du latex, qui étaient des produits problématiques. Les industriels ont fait des efforts, je crois, là-dessus. Donc, je n'ai pas d'éléments précis pour distinguer quelles les tétines recommandées. Je pense que c'est quand même quelque chose d'assez suivi. Par contre, on a quand même fait un petit peu n'importe quoi. On a à une époque stérilisé les tétines à l'oxyde d'éthylène, un produit cancérigène quand même. Je crois qu'il n'y avait même pas eu d'autorisation véritablement faite pour cet usage. C'était quand même assez délirant. Je pense qu'aujourd'hui, je ne sais pas si quelqu'un peut répondre. D'ailleurs, je n'ai pas d'éléments précis là-dessus. Une question également concernant les biberons, Sophie qui nous précise, tous ceux mis à disposition dans les maternités sont pré-remplis et en plastique. 3 petits points. Comment alors avoir un message de prévention cohérent? Ah oui. Ah ben, si l'hôpital était cohérent avec ses thématiques de santé environnementale et de perturbateurs endocriniens, oui, c'est sûr que là, c'est un véritable scandale. C'est un scandale d'ailleurs en termes de composition. Alors, on ne sait pas. Dans un plastique, alors il y a des personnes qui traquent les numéros sur les plastiques, il y a des pictogrammes dans des flèches, dans des triangles. Le problème, c'est que même si la matrice du plastique peut être relativement garantie comme sans risque, notamment le numéro 5, le polypropylène, on ne sait pas quels sont les produits chimiques plastifiants auxquels il a été additionné. Donc, en gros, on ne sait pas concrètement, quand on est face à un plastique, s'il est susceptible de libérer des perturbateurs endocriniens. Et c'est vrai que l'hôpital, ici, ne joue pas un jeu très, très intéressant. C'est un gaspillage phénoménal. Ça représente des volumes de déchets considérables. Il va falloir urgemment que l'hôpital repense effectivement à sa façon notamment de donner un signal qui est préoccupant, je trouve, autour de la petite enfance, notamment. Oui, c'est sûr qu'il y a un vrai travail à faire là. Il y a un manque de cohérence, c'est évident. Une question concernant les tissus polaires. Qu'en est-il aujourd'hui par rapport aux perturbateurs endocriniens et aux tissus polaires? Je ne sais pas trop quoi en penser. C'est un composé dérivé du plastique. Le tissu polaire, la fourrure polaire, c'est rien moins que du plastique, notamment du polyéthylène terephthalate. Est-ce que ces composés qui vont être donc recyclés en fourrure polaire sont susceptibles de libérer des perturbateurs endocriniens? Quand on recycle ces plastiques, on recycle aussi les composés qui sont présents dans ces plastiques, pardon, les plastifiants qui ont été introduits.
et qui, pour certains d'entre eux, sont des agents qui sont des perturbateurs endocriniens. Donc, je veux dire, fort logiquement, on peut penser que ce recyclage conduit effectivement à remettre dans un nouvel objet des perturbateurs endocriniens. Mais c'est logique en termes, en tout cas, c'est absolument logique, mais concrètement, je n'ai jamais vu d'études faites sur le sujet et je ne pense pas en avoir vu. Maintenant, est-ce que appliquer sur la peau, ces fourrures polaires pourraient libérer ces composés? Est-ce qu'ils pourraient se libérer sous forme respiratoire, enfin gazeuse ensuite, se libérer dans les poussières? Probablement oui, ces plastiques se libèrent en petits fragments, donc c'est peut-être pas si sympathique que ça, la fourrure polaire, c'est possible. Mais c'est logique de le penser. J'ai jamais vu d'études concrètes sur le sujet, par contre. Associé au fait d'une possible sensibilité pour des patients qui seraient allergiques aussi, hein, notamment aux acariens. Voilà, tu as raison. Alors, c'est un sujet qui fait polémique où quelquefois les réponses ne sont pas forcément évidentes à apporter parce qu'il y a un vrai débat autour de ce thème-là. Mais j'ai une question autour de et les couches. Qu'en est-il pour les couches? On sait que c'est très compliqué aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de discours, il y a beaucoup d'échanges sur le sujet. Mais pour autant, est-ce que tu aurais quelques éléments clés autour de cela? Alors, les couches, c'est un peu compliqué parce que il y a eu, je ne sais pas si vous vous souvenez, je pense que pour les professionnels de la petite enfance, vous les avez vus passer, il y a eu plusieurs documents qui ont été produits par la revue 60 millions de consommateurs. Sur les couches, il y a eu en fait, je crois, 3 numéros différents. Il y a eu 2 numéros notamment qui, il y a un an et demi d'écart, montraient des couches qui étaient relativement sécurisées, je veux dire, avec l'absence de contaminants. Et puis le test suivant, ces couches qui étaient bien classées la première fois, elles l'étaient beaucoup moins la deuxième fois. Ça témoigne aussi d'une réalité, c'est que dans les couches culottes, l'industriel peut mettre déjà des composés qui sont potentiellement préoccupants. Notamment, on peut y mettre des agents, on peut demander à ce que les couches soient blanches et on peut exiger que la cellulose utilisée dans les couches soit blanche. Et le blanchiment de ces couches va conduire effectivement à la production notamment de dioxine, par exemple. On peut aussi, l'industriel peut rajouter des parfums dans la couche. Donc, quand on rajoute là encore des composés chimiques, c'est pas une bonne idée. On peut en fait rajouter des composés et puis souvent, je pense que les industriels ne savent pas forcément la qualité des produits issus de leurs fournisseurs qu'ils vont utiliser pour fabriquer les couches. Et d'ailleurs, je pense que ça explique ces écarts aussi d'une étude à l'autre. Et prenant en fait en compte ces études publiées par 60 millions de consommateurs, l'ANSES, l'Agence de sécurité sanitaire, s'est saisie du dossier et a publié un document intéressant il y a, je ne sais plus, 2 ans de ça à peu près, en montrant qu'il y avait, je ne sais plus, une soixantaine de composés chimiques préoccupants, certains d'entre eux des perturbateurs endocriniens, à l'état de traces dans les couches, en évoquant que pour certains de ces composés, dans des conditions d'usage qu'on pourrait considérer comme possibles, on pourrait avoir des expositions qui soient limites en termes de sécurité pour le bébé. Et l'ANSES avait demandé aux fabricants de couches à ce moment-là à s'engager sur des mesures. Et 5 mesures ont été prises par les fabricants de couches, notamment celle de lister l'ensemble des ingrédients mis dans les couches, ce qui est une bonne chose. Sauf que, voilà, encore une fois, si un des ingrédients utilisés a été souillé par le prestataire, par le fournisseur, si ce composé a été souillé par un composé chimique, il n'apparaîtra pas dans l'étiquette, bien sûr. Donc, ça ne permet pas de tout savoir, malheureusement. Par contre, les fabricants se sont engagés à améliorer le cahier des charges auprès de leurs fournisseurs. Donc, on a vu d'ailleurs le dernier numéro de cette revue 60 millions de consommateurs qui montrait que les couches avaient apparemment fait déjà un petit peu de nettoyage. Et puis, on peut déjà supprimer, c'est ce qui a été fait, les parfums. C'est quand même une aberration de mettre du parfum dans les couches. Alors évidemment, si on voulait aller vers quelque chose d'absolument sûr, on pourrait tout simplement aussi recommander des couches, enfin tout simplement, des couches lavables. Mais là, c'est effectivement, c'est tout de suite plus complexe, mais là, ce serait quelque chose de beaucoup plus intéressant au final. Et d'ailleurs, derrière la question des couches pour enfants, il faut aussi poser la question des couches pour les personnes âgées. Alors évidemment, on n'est plus dans des périodes aussi sensibles, on n'est pas dans la période des 1000 jours, clairement. Et puis, ça pose aussi des questions des protections féminines qui restent toujours un sujet en suspens. Et ces protections féminines qui sont utilisées au long cours par des femmes en période de procréation et appliquées sur des muqueuses particulièrement sensibles. C'est un vrai problème de santé publique. Un vrai débat avec des possibilités de choc anaphylactique, oui, tout à fait. Parfaitement. Tout à fait. Alors oui, hein, pour te rejoindre, il est vrai qu'il y a eu, je crois que c'était il y a 2-3 ans, hein, et même un peu moins, un certain nombre de campagnes publicitaires aussi qui commençaient à venir, en effet, pour montrer comment les industriels s'impliquent de plus en plus aujourd'hui pour réduire ces perturbateurs endocriniens. Voilà, mais c'est vrai que ces agents de blanchiment qui sont mis, c'est une vraie démarche à organiser pour pouvoir réduire tout cela.
Une autre question sur les jouets en bois. Alors, je pense qu'on peut être tous unanimes sur le fait que sur des jouets en bois, il faut éviter au maximum, pareil, hein, tous les composés chimiques et être sur des bois les plus naturels possibles. Est-ce que tu as des éléments particuliers par rapport à cela? Un bois est relativement naturel normalement. Mais en tout cas, il faut faire attention effectivement à l'usage de vernis, de peinture sur ce. Voilà, c'est le problème de. C'est comme sur le mobilier, c'est comme pour pas mal de choses. C'est-à-dire que c'est ce qu'on applique sur un matériau qui est plutôt relativement sain. Qu'est-ce qu'on va appliquer? Donc là, si on est dans le cadre de la directive jouet de 2009, alors effectivement, on est censé avoir quelque chose qui est déjà plus sécure que ce que c'était avant 2009. Mais attention, on peut néanmoins trouver des perturbateurs endocriniens, encore une fois, parce que cette réglementation européenne ne prend pas en compte ces perturbateurs endocriniens. On aurait même tendance quelquefois à préconiser, avant d'acheter un jouet, de le mettre à la bouche pour pouvoir être soi-même en contact et voir en tout cas quels sont les composés qui peuvent être, parce qu'il est vrai que les enfants sont très en contact avec ces jouets-là et mettent beaucoup à la bouche, donc ça peut être aussi quelque chose en fonction de ce que l'on a. Dans la même lignée des jouets, il y a aussi tout ce qui concerne l'aménagement d'une chambre, hein, quand on va être futur parent. Et nous avons une question d'Assiba sur la nécessité du port de masque quand on réalise des travaux ou du bricolage, quand on rénove des meubles. Est-ce qu'un masque à cartouche est envisagé ou est-ce qu'un masque simple pourrait suffire? Quand on repeint des meubles. Oui, quand on rénove des meubles ou quand on bricole. Alors, je pense que ça dépend aussi du bricolage qu'on fait et du type de produit qu'on utilise. Hein. Bien sûr, ça dépend bien sûr du produit qu'on utilise, mais je dirais que il faut déjà, on ne manipule pas des produits de ce genre quand on est enceinte. On ne fait pas la rénovation d'une chambre pour enfants lorsque l'enfant est incessamment sous peu dans la chambre, ou alors il faut vraiment réduire ce genre de choses. Parce qu'après, il y a différents types de masques, alors il faut se faire conseiller auprès d'un fabricant, d'un vendeur de ces masques, parce que est-ce qu'une simple aération, aujourd'hui, si on fait attention au type de peinture utilisée, on a des peintures sur des bases naturelles qui peuvent être aussi beaucoup moins émissives, les utiliser déjà avec les fenêtres ouvertes, bien ventilées dans les heures, dans les jours qui suivent. On a, je pense, d'autres solutions que de recourir au masque, qui va être souvent relativement cher. Est-ce qu'il est adapté à ce qu'on utilise? Parce qu'il y a des masques qui filtrent des particules, d'autres qui filtrent les gaz. Là, on est plutôt sur la filtration des gaz. Est-ce que c'est des masques qui vont être efficaces en regard de... Est-ce qu'on le porte correctement? C'est comme le masque pour la Covid-19. Il y a aussi l'usage du masque. Je ne suis pas sûr qu'il faille aller jusqu'à l'usage d'un masque. En tout cas, déjà bien aéré quand on manipule ça. Il faut faire ça dans les périodes où il fait beau pour bien ventiler en permanence, quoi. Déjà. Oui, mais tu confirmes dans l'idéal, quand on est sur des travaux de rénovation ou de préparation d'une chambre pour un futur bébé, quand on est une femme enceinte, dans l'idéal de pouvoir réaliser les travaux avant le 6e mois de grossesse, pour être sûr qu'il y a même tendance à mettre. Enfin, c'est jamais simple, mais non, c'est jamais simple. Le plus tôt possible, en fait. Bien, le plus tôt possible. Et puis, en termes d'exposition, parce on va exposer l'enfant, effectivement, par voie respiratoire quand il sera né, alors qu'il a une très grande fragilité respiratoire. Et puis, on va l'exposer in utero, via ce que respire, ce que s'applique sur la peau sa mère, par exemple. Donc, je dirais que c'est l'occasion. La femme enceinte, quelle que soit la période de sa grossesse, devrait laisser faire polo. Hein. C'est le moment de mettre les doigts de pied en éventail. Vas-y, moi, je peux pas, je suis enceinte. Une femme enceinte devrait éviter de manipuler des produits de bricolage. Alors ça, c'est quand même amélioré sur les peintures. Les peintures aujourd'hui, les peintures qui avaient 20 ans, il y a 20 ans, c'était des peintures qui étaient souvent à base de solvants pétroliers. C'était bien plus dangereux encore, mais attention, c'est pas pour autant des produits sans danger aujourd'hui. Même si, encore une fois, il y a des progrès considérables qui ont été faits. Mais déjà, si on commence par bien ventiler, et puis encore une fois, on n'expose pas une femme enceinte à ce genre de composés, c'est déjà des règles de base. Tout à fait. Toujours en lien avec ce futur enfant, on a une question de Sophie qui nous dit: lors de l'accouchement, l'enfant arrivé prématurément est placé en couveuse avec une perfusion, des lunettes à oxygène, et tous ces plastiques contiennent-ils des perturbateurs endocriniens? Ça, c'est un gros problème. Les plastiques médicaux aussi contiennent pour beaucoup d'entre eux des perturbateurs endocriniens. Alors, on avait essayé avec une association qui s'appelle le Comité de développement durable en santé, le CEDS, de travailler à pousser les pouvoirs publics à réglementer ce genre de choses. Il y a eu des progrès, il y a un étiquetage obligatoire des produits quand ils sont utilisés aujourd'hui, mais ils restent malheureusement présents dans ces produits médicaux. Et effectivement, un enfant dans un incubateur est particulièrement exposé à ces perturbateurs endocriniens. C'est un vrai souci.
Bon, alors maintenant, ce qu'on essaye de faire, c'est bien sûr, on va sauver cet enfant, parce que s'il n'y avait pas cet incubateur, l'enfant serait probablement mort. Donc l'idée, c'est encore le bénéfice-risque. Mais ce qu'il faut faire, c'est bien sûr sauver cet enfant, il faut le faire, mais il faut derrière faire en sorte d'éviter de l'exposer dès le plus jeune âge à ces composés chimiques. Et malheureusement, là, on manque Alors, les industriels nous informent, parce qu'il y a un étiquetage obligatoire s'il y a présence de certains de ces phtalates, notamment dans ces produits. Néanmoins, les produits sans phtalates coûtent plus cher aussi, donc il y a des établissements qui rechignent à acheter ces produits pour des questions de surcoût. Il y a un vrai problème autour du sujet des plastiques médicaux aussi, oui, tout à fait. Mais encore une fois, c'est la balance bénéfice-risque. Hein. Il ne faut pas refuser de mettre son enfant dans un incubateur si c'est nécessaire, bien évidemment. Mais il faudrait questionner, là encore, le service. Et il faut que la pression se fasse aussi au niveau des soignants, au niveau des particuliers, et puis que les publics, les politiques finissent par réglementer ce genre de questions. C'est important, c'est très important. Ouais. Tout à fait. Après, on est tout à fait d'accord, hein, parce qu'Aurélie nous indique, je pense aussi qu'il ne faut pas tomber dans l'extrême, réduire les perturbateurs endocriniens, oui, mais ils sont partout et seront toujours partout. On est parfaitement d'accord. Hein, l'idée de l'intervention de ce soir, c'est vraiment d'informer, de sensibiliser. Pour autant, on sait que nous en avons tous dans notre environnement, mais de pouvoir adopter chacune au quotidien quelques petits gestes qui nous permettront de réduire l'exposition. Et elle nous précise, du coup, moi, je préfère sauver l'enfant, même si cela doit passer par une exposition aux perturbateurs endocriniens, bien évidemment. On est tout à fait dans cette... On sauve l'enfant, on sait ce qu'on fait, on le sauve. Si on ne faisait pas, il mourrait. Le perturbateur endocrinien, on n'est pas sûr que ça va provoquer un dégât, mais effectivement, voilà, c'est... Donc, encore une fois, c'est ce que là, il n'y a pas photo. Par contre, il ne faut pas oublier aussi notre rôle citoyen quand même derrière ça, parce qu'il y a le rôle de consommateur pour ses enfants, pour se protéger soi-même, sa famille, ses enfants. Et puis, il y a le rôle pour les professionnels de santé de participer à faire la pression, j'allais dire, auprès des fournisseurs de ces matériaux, pour demander à ce qu'ils s'engagent effectivement à des produits plus sains. Et puis l'action citoyenne à travers toute une série d'associations qui permettent aujourd'hui de se manifester pour demander à ce qu'effectivement les populations soient protégées, notamment les populations les plus jeunes, les plus vulnérables, soient protégées de ces contaminants. Tout à fait. J'ai une dernière question qui retouche à l'alimentation. Qu'en est-il des barquettes en plastique dans lesquelles sont réchauffés les repas dans la plupart des crèches? Oui, ça c'est un autre souci, hein, parce qu'on disait que les composés contenus dans les plastiques vont migrer d'autant plus facilement que le contenu sera chaud et sera gras notamment. Donc effectivement, réchauffer un aliment dans une barquette en plastique, c'est favoriser la migration des composés contenus dans le plastique dans l'aliment. Alors bien sûr, ça se fait à l'état de traces, mais c'est des choses auxquelles les enfants sont exposés à des périodes de grande vulnérabilité et régulièrement. Donc, c'est vraiment des choses qu'il faudrait absolument éviter. Alors, c'est pas facile parce qu'on sait très bien que changer les façons de faire, c'est changer et passer pour de l'inox, par exemple. Ça va nécessiter de repenser les cuisines. Alors, ça ne peut pas se faire sans doute du jour au lendemain, mais ce qu'on peut déjà faire, si on ne peut pas, en tout cas tout de suite, travailler sur cet aspect-là, on peut peut-être déjà commencer à réfléchir directement sur les produits avec lesquels mangent les enfants. Je parlais des assiettes en mélaminé, en plastique en règle générale, là qu'on peut changer beaucoup plus facilement que de changer les équipements et toute la gestion de la cuisine qui est derrière. Ça, tout dépendant des situations. Mais on devrait, oui, vraiment éviter le contact aliment plastique, notamment pour ces populations les plus jeunes. Ça, ce serait une urgence sur ce sujet-là. Oui. Voilà, après on le sait, hein, encore une fois, c'est un vrai sujet, une vraie question. Pour autant, les changements de comportement prennent un petit peu de temps. Et voilà, c'est une démarche réflexive. Les choses se mettent en place petit à petit, on évolue, on avance. Et voilà, c'est bien que chacun puisse s'inscrire dans cette démarche-là. Je suis en train de regarder, mais je n'ai plus de questions. Non, je n'ai plus de questions. Alors, je ne sais pas si vous en avez d'autres que vous souhaitez poser. Ah oui, j'en ai une qui arrive. Je reviens juste sur le bio. Encore faut-il qu'il soit du bio français pour être moindre en perturbateurs endocriniens. Alors, c'est sûr que le bio français est sans doute le bio le plus contrôlé. Vous savez, il y a une réglementation bio. Le label bio répond aux mêmes exigences, quel que soit l'endroit où il a été fabriqué. Normalement, réglementairement, en fait, le label bio garantit normalement aux consommateurs la même chose que le produit a été fabriqué dans l'Union européenne, en France ou même hors Union européenne. Dans la mesure où ce produit est importé sur le territoire européen, il doit répondre à ces mêmes exigences. Par contre, on sait très bien qu'effectivement, certains types de produits d'importation ont plus de risques d'être l'objet de fraude.
Et puis la lecture du cahier des charges de l'agriculture biologique peut être vue de façon un peu différente d'un pays à l'autre, hors d'Europe. Donc, effectivement, consommer de préférence du bio français, oui, c'est assez logique, et c'est surtout parfaitement cohérent. De toute façon, il va falloir faire du local, de saison et bio. Voilà, ça c'est ce vers quoi il faut tendre, à la fois sur des aspects de qualité, mais sur des aspects bien sûr aussi et surtout d'impact environnemental qui sont aujourd'hui urgents, très urgents à prendre en compte, changement climatique, etc. Tout à fait. Prendre soin de la santé des enfants et prendre soin de leur environnement de demain. C'est important de trouver des solutions qui soient cohérentes. Et quand on parle de consommer du bio, on fait un geste aussi pour lutter contre le changement climatique, contre la dégradation des ressources en eau, la biodiversité. Donc, en gros, on améliore la santé des enfants en préservant aussi leur avenir, la planète dans laquelle ils vivront demain. Donc, c'est parfaitement cohérent. Ça motive. Nous sommes bien d'accord. Une petite question de Nathalie. Pendant l'allaitement maternel, savez-vous si les perturbateurs endocriniens passent dans le lait concernant les plastiques notamment? Alors, certains composés contenus dans les plastiques passent effectivement malheureusement dans le lait maternel. C'est à mettre dans une balance, là encore, parce que quand on parle, on trouve des contaminants dans le lait maternel qu'on ne trouve pas ou peu dans le lait industriel, et inversement. Mais il ne faut pas perdre de vue que le lait maternel apporte un nombre de bienfaits considérables, on le sait, ils sont assez impressionnants. Donc là encore, la balance bénéfice-risque est clairement à la faveur de l'allaitement. Mais on sait que certains contaminants peuvent passer. Donc l'attention que la mère doit porter à son environnement, aussi à son alimentation, joue un rôle important, hein, bien sûr. Et il ne faut pas perdre de vue que de toute façon, ce que la mère va apporter via le lait, elle a déjà apporté ces contaminants via le sang du cordon ombilical quand son enfant était dans son utérus. Donc en gros, c'est la dose supplémentaire. Donc il ne faut pas simplement s'inquiéter du lait parce que c'est ce qui se passe aussi dans la vie intra-utérine qui a un impact assez conséquent aussi sur la santé du bébé. Donc oui à l'allaitement, ça c'est clair, et il faudra d'autant plus que le maman fasse attention à ce moment-là à la qualité de son environnement pour à la fois mettre l'environnement de l'enfant dans une meilleure condition quand il est dans son utérus, mais aussi qu'elle puisse l'allaiter avec un lait de meilleure qualité plus tard. Merci Philippe. Écoute, je regarde, mais il n'y a plus de questions. Non. N'hésitez pas si vous avez. Allez, une dernière question. Il est bien. Alors, je rejoins Sandrine hein, qui nous dit nous ne pouvons pas forcément avoir de poids sur les industriels en tant que professionnels. Voilà, que faire? Et savez-vous si l'effet des perturbateurs endocriniens est réversible? Alors, un effet réversible des perturbateurs endocriniens, le problème, c'est que ça dépend de la période, notamment dans laquelle ça survient. Si le perturbateur endocrinien, quand on parle de la période des 1000 jours, puisqu'on parle des professionnels de la petite enfance, si quand l'enfant ou dans la vie intra-utérine, il a été exposé à un perturbateur endocrinien, quand se développait tel ou tel type de tissu sous la dépendance d'une certaine hormone, c'est malheureusement irréversible. C'est-à-dire que le tissu évolue à une période précise de la vie intra-utérine, sous l'effet de certaines hormones, il n'évolue pas avant ou il n'évoluera pas après. Donc le signal hormonal doit être reçu au bon moment. Et c'est le problème, c'est que là, cette exposition, elle est en fait irréversible, quoi. Les conséquences sont irréversibles sur cette période d'extrême fragilité. Donc il faut y faire vraiment très très attention. Et puis sur ce qui est de la pression qu'on peut faire auprès des industriels, je crois qu'on a en fait beaucoup plus de pouvoir qu'on ne le pense trop souvent. Les industriels qui nous vendent nos produits, nous sommes leurs clients. Donc, n'oublions jamais que nous avons un rôle, c'est nous qui construisons le marché, on fait le marché au propre comme au figuré. À nous d'exiger de ces fournisseurs l'absence de composés douteux, un engagement éthique, sanitaire, social, environnemental. C'est à nous de jouer ce rôle. Ce rôle citoyen, il est fondamental. Hein, et vous pensez peut-être qu'il est secondaire, il n'est pas du tout secondaire. Je peux vous dire que de l'autre côté, j'ai eu l'occasion de voir ça en tant que professionnel, moi, de conseiller en environnement. Les industriels sont très, très attentifs aux attentes des consommateurs. Et quand en plus, c'est des collectivités, en tout cas des structures un peu importantes, qui prennent en compte ce genre de questionnement, eh bien, le poids, l'impact que ça représente auprès d'un industriel est beaucoup plus fort encore. Donc, ne pensez pas qu'on n'ait pas de rôle auprès des industriels. On a un rôle bien plus important. Et ils ne voudraient surtout pas qu'on considère que nous avons... Enfin, ils ne voudraient pas qu'on puisse prendre conscience de cette responsabilité qu'on a, parce que ça serait très dérangeant pour eux. Eh bien, montrons-leur qu'on le sait et qu'on les met sous pression.
On le voit de façon très claire, ne serait-ce que par rapport à la vente du vinaigre blanc, hein, qui a été absent pendant très longtemps et qui revient depuis quelques années sous la pression des consommateurs qui souhaitent diversifier leur mode de consommation et partir vers des produits beaucoup plus naturels. Et là, très clairement, les industriels sont rentrés dans la brèche. Donc, oui, et ce qui est très intéressant, c'est qu'on est en train de changer de normes. Très important. C'est-à-dire qu'on sait sur un plan aujourd'hui de la consommation, que quand une proportion suffisante de la population a commencé à changer de comportement, alors la norme change. La référence à la norme change. Par exemple, quand on parle des produits bio, il y a 20 ans, ceux qui mangeaient bio, c'était des extraterrestres. Aujourd'hui, la norme, c'est la consommation de produits bio. Il suffit de regarder les publicités. Donc, il suffit qu'une masse critique, j'allais dire, de consommateurs change de comportement pour que l'ensemble, effectivement, du système s'oriente vers d'autres pratiques. C'est ça qui est extrêmement positif. Et c'est ça qu'il ne faut surtout pas perdre de vue. On a un rôle considérable en tant qu'individu, puis en tant aussi que professionnel de la petite enfance. Tout à fait. On compte sur vous. Tout à fait. Bon, merci Philippe. Je crois que nous avons fait Merci le tour. beaucoup à vous. Alors, je vous glisse, messieurs, dames, dans le chat un petit questionnaire d'évaluation qui a pour objectif, qui a un double objectif. D'une part, que vous puissiez nous donner votre retour et votre ressenti par rapport à cette webconférence à laquelle vous venez de participer. Mais d'autre part, vous verrez dans le questionnaire, l'objectif, c'est de pouvoir déterminer si vous souhaitez poursuivre cette démarche à l'issue de cette webconférence. Comme je vous le précisais en introduction, à la fois pour participer à des formations sur les perturbateurs endocriniens pour aller plus loin et en complément de ce qu'a évoqué Philippe Perrin ce soir, et puis pour envisager, si vous le souhaitez, un accompagnement sur site pour pouvoir échanger sur les perturbateurs endocriniens, leur présence au sein des structures petite enfance et voir comment les réduire au quotidien et ce qu'on peut mettre en place ensemble pour être moins confronté à ces perturbateurs. Voilà, donc n'hésitez pas à nous remplir ce questionnaire. Je vous l'ai glissé dans le lien et puis vous allez, à l'issue de cette conférence, recevoir un lien avec ce questionnaire qui va vous être envoyé par mail. Donc voilà, je compte sur vous vraiment pour ce retour de petit questionnaire. Et puis, un grand merci vraiment à toutes les personnes qui étaient présentes ce soir. Nous étions 75. Donc, merci beaucoup. Et bien écoutez, plein de belles choses pour la suite. Prenez soin de vous en tout cas. Et puis, voilà, continuons dans cette démarche très positive de prévention où c'est une vraie démarche collective qui se met en place. Donc, c'est aussi ce qui fait l'intérêt de tout ce travail. Je vous souhaite une très belle soirée. Philippe, merci beaucoup en tout cas. Merci à toi, merci à vous de votre présence, et puis désolé de ce temps un petit peu tardif, mais enfin bon, il est encore l'heure de se coucher à peu près correctement, ça va. Oui, l'important c'était aussi de répondre à l'ensemble des questions, ce que nous avons fait, donc voilà. Allez bien à votre chambre avant de vous coucher. Merci à tous, bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir.